Ma fiancée voulait rompre. Elle disait que ses copines pensent qu'elle est trop bien pour moi et qu'elle mérite mieux qu'un soudeur. Quand son plan B est tombé à l'eau, elle a voulu revenir. Salut à tous. Ma fiancée m'a balancé ça du jour au lendemain. On avait planifié notre avenir pendant des années, et je pensais vraiment qu'on construisait quelque chose de solide. Alors j'ai respecté son choix et je suis sorti de sa vie. Quelques mois plus tard, j'ai dû subir une opération risquée, et elle est venue me voir, non pas pour savoir comment j'allais, mais pour exiger de l'aide et vouloir qu'on se remette ensemble. Voici ce qui s'est passé. J'ai 25 ans, elle en a 24. On a été ensemble 6 ans au total, fiancés depuis 8 mois. Je suis soudeur certifié dans un atelier de fabrication locale. Un bon salaire, un travail stable, et je construis des choses qui comptent. Kayla travaille dans un salon haut de gamme en centre-ville, un de ceux qui facture $200 une coupe. Kayla est très belle, vraiment très belle, le genre de femme qui se fait remarquer à l'épicerie et qui reçoit des verres gratuits dans des bars où elle ne veut même pas aller. Moi, je suis un gars normal qui maîtrise le MIG et qui peut réparer à peu près tout ce qui casse. Pas moche, mais clairement pas un mannequin. On fonctionnait parce qu'on s'accordait dans les choses qui comptaient. On s'est rencontrés en terminale quand elle sortait avec Brad Mitchell, le quarterback qui a culminé au lycée et pensait que son numéro de maillot le rendait spécial. J'étais le gars de l'atelier qui savait réellement réparer sa vieille voiture quand elle est tombée en panne sur le parking. Brad avait trop peur de salir ses mains et de ruiner sa coiffure. Il m'a fallu 20 minutes pour diagnostiquer un alternateur foutu et 1 heure de plus ce week-end-là pour le remplacer au prix des pièces. C'est comme ça que tout a commencé. Elle m'envoyait un message quand quelque chose cassait. Je réparais. On parlait pendant que je travaillais. Elle riait à mes blagues. Et comme ça, on a accroché. Les fiançailles ont eu lieu en juillet dernier, pendant un camping qu'on avait prévu depuis des mois. Juste nous deux, un feu de camp, et la bague pour laquelle j'économisais depuis février. 2 carats, or blanc, 12 semaines d'heures sup, mais ça valait chaque heure quand j'ai vu son visage. On a fixé la date pour octobre de l'année suivante, histoire d'avoir du temps pour économiser et bien préparer. Mon meilleur ami Léo a été le premier à qui j'ai annoncé qu'elle avait dit oui. Léo est le meilleur mécano et n'a absolument aucun filtre quand il s'agit de donner des conseils amoureux. Il était temps, qu'il a dit. Je commençais à croire que tu allais demander ta torche à souder en mariage. Tout allait bien pendant des mois. On avait trouvé un lieu, réservé un photographe, commencé à parler de destination pour la lune de miel. Kayla me montrait des photos de robes qu'elle aimait. Moi, je faisais semblant d'avoir un avis sur les fleurs et les centres de table. Tout roulait. La première fissure est apparue en janvier, quand Kayla a commencé un cours de fitness dans un studio de pilates branché en centre-ville. L'abonnement coûtait plus que ce que certaines familles dépensent en nourriture. Elle voulait se remettre en forme après les fêtes, et je la soutenais complètement. Le problème n'était pas le cours de fitness. Le problème était les femmes qu'elle y a rencontrées. Kayla rentrait avec des histoires sur ses nouvelles copines de sport. Jessica, mariée à un avocat d'entreprise, roule en BMW, revient tout juste de Cabo. Sarah, qui sort avec un cardiologue et qui regarde des bagues à $50 000. Amanda, récemment divorcée, $8 000 de pension alimentaire par mois, et, ouverte à de nouvelles possibilités. Au début, c'était juste des anecdotes. Kayla racontait comment Jessica avait acheté un sac à $400 sans réfléchir, ou comment le petit ami de Sarah l'avait emmené en week-end surprise à Napa. J'écoutais, je commentais, je ne m'inquiétais pas. Pourquoi l'aurais-je fait? Mauvaise analyse. L'histoire a changé de ton fin février. Au lieu de simplement raconter ce que faisaient ces femmes, Kayla commençait à ajouter des remarques. Comment Jessica trouvait, mignon, que Kayla se marie si jeune. Comment Sarah ne comprenait pas pourquoi elle se posait alors qu'elle avait tellement d'options. Comment Amanda répétait qu'elle gâchait ses meilleures années pour un seul homme. La première fois qu'elle m'a répété une de ces phrases, j'ai gardé ça simple. Ces femmes ne nous connaissent pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on veut, toi et moi. Elle était d'accord, disait qu'elles étaient juste indiscrètes, promettait de ne pas laisser leurs opinions l'influencer. Mais les commentaires ont continué. Et sont devenus de plus en plus précis. Mars, c'est là que ça a commencé à devenir étrange. Elle a commencé à critiquer des choses qui ne l'avaient jamais dérangée avant. Mes vêtements de travail étaient trop sales quand je venais la chercher au salon, est-ce que je pouvais me changer avant qu'on sorte? Mon camion était trop bruyant, pourquoi ne pas en acheter un plus récent? Peut-être que je devrais envisager d'élargir mes ambitions professionnelles maintenant qu'on se mariait? Aucun de ces points n'a causé une dispute. Kayla n'était pas agressive ou méchante, mais chaque remarque ressemblait à un test minuscule, comme si elle vérifiait ma réaction à ces suggestions d'amélioration. Je restais calme. J'expliquais que mes vêtements se salissaient parce que je faisais un vrai travail. Que mon camion était payé et fiable. Que mes projets incluaient une certification de soudeur sous-marin, ce qui doublerait mon salaire d'ici 2 ans. Elle abandonnait à chaque fois quand je tenais bon, mais je voyais bien que quelque chose avait changé. C'était comme si elle me comparait à un standard extérieur dont je n'avais pas conscience. Le point de rupture est arrivé début avril. On devait dîner chez ses parents, un repas familial simple, rien de formel. J'avais travaillé tout le week-end sur un chantier urgent, des réparations structurelles dans un entrepôt, et j'ai fini en retard.
Je suis arrivé chez elle avec 20 minutes de retard, encore en tenue de travail, un peu de poussière métallique sur les mains. Elle m'a regardé. Et toute son expression a changé. Sérieusement? Tu vas chez mes parents comme ça? J'ai baissé les yeux. Gens propres, chemise de travail avec logo de l'entreprise, bottes de sécurité, un peu de poussière, oui, mais rien de grave. Je viens directement du boulot. Tes parents m'ont déjà vu en tenue de travail. C'était différent. Là, c'est un dîner. Tu ne peux pas au moins te changer? Kayla, je suis déjà en retard. Tes parents s'en fichent de ce que je porte. Elle m'a fixé pendant 30 secondes, comme si je parlais une langue étrangère. Puis elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Très bien. Mais c'est embarrassant. Ce mot-là, il a frappé différemment. Pas déçu. Pas frustré. Embarrassé. Comme si être vue avec moi était quelque chose qu'elle devait excuser. Le dîner était extrêmement gênant. Kayla parlait à peine, scrollait sur son téléphone, semblait ailleurs. Ses parents essayaient de m'inclure dans la conversation sur le mariage, mais Kayla donnait des réponses courtes, changeait de sujet. Quand son père a demandé où j'en étais avec la certification de soudure sous-marine, elle a carrément levé les yeux au ciel. Sur le trajet du retour, j'ai essayé d'aborder le sujet. Tu veux bien m'expliquer ce qui s'est passé? Rien. Je suis juste fatigué. Kayla, tu as agi comme si tu avais honte d'être avec moi. J'avais pas honte. J'aurais juste voulu que tu fasses un effort. Un effort pourquoi? Être quelqu'un que je ne suis pas? Elle n'a pas répondu. Elle a regardé par la fenêtre jusqu'à ce qu'on arrive chez elle. Le lendemain, j'ai appelé Léo pour me défouler sur toute la situation. Et ensuite? Quoi? Elle va être énervée parce que tes mains sont trop abîmées à force de construire des trucs qui ne s'effondrent pas. Avril et mai ont été comme regarder un accident de voiture au ralenti. Kayla n'est pas soudainement devenue une autre personne. Les changements étaient progressifs, presque subtils, mais suffisamment constants pour que je sente quelque chose se déplacer sous nos pieds. Le groupe du cours de fitness est devenu son cercle social principal presque du jour au lendemain. Elle sortait dîner avec elle 2 fois par semaine, brunch le week-end, virer shopping dans des boutiques hors de prix dont je n'avais jamais entendu parler. Quand je demandais à rencontrer ces femmes qui prenaient autant de place dans sa vie, elle avait toujours une excuse. Elles étaient occupées. Le moment n'était pas idéal. Peut-être la prochaine fois. Pendant ce temps, elle commençait à décliner les invitations pour voir nos amis communs. Les soirées jeux avec mes potes devenaient, pas vraiment son truc, désormais. Les doubles rendez-vous avec des couples qu'on connaissait depuis des années étaient soudain, trop immatures, pour l'étape où elle en était dans sa vie. Elle a arrêté de venir au barbecue de mon entreprise et aux réunions de famille, prétextant le travail, ou en disant qu'elle avait déjà prévu quelque chose avec ses amis du fitness. Léo a été le premier à le dire clairement lors d'une soirée entre amis fin avril. Kayla est où ce soir? A demandé notre pote Mike. Dégustation de vin avec ses copines du fitness, j'ai répondu. Léo a levé les yeux de son coup de billard. Encore? C'est quoi, le 4e week-end d'affilée? Soit ces femmes sont alcooliques, soit Kayla s'entraîne pour devenir sommelière. Les critiques sont devenues plus fréquentes et plus directes. Mon appartement était assez basique. Est-ce que j'avais pensé à l'améliorer? Mes vêtements du week-end étaient très décontractés. Peut-être que je devrais investir dans de plus jolies chemises. Mon idée d'un bon rendez-vous, dîner dans un resto local puis un film, était un peu routinière, comparée à ce que faisaient d'autres couples. Chaque critique venait avec une suggestion d'amélioration, toujours présentée comme un conseil bienveillant plutôt qu'une plainte. Kayla n'était pas méchante en soi, ce qui rendait la chose encore pire. Elle me traitait comme un projet à optimiser. J'ai commencé à faire attention au vocabulaire précis qu'elle utilisait. Des mots comme ambitieux, sophistiqué, professionnel revenaient sans cesse dans nos conversations, toujours en contraste avec des aspects de notre vie. Les autres hommes étaient ambitieux. Moi, j'étais confortable. Ses nouvelles amies étaient sophistiquées. Notre ancien cercle était un peu immature. Les copains de ses collègues avaient des carrières professionnelles. Moi, j'avais juste un travail. Lors d'une soirée bière en mai, j'ai répété quelques-unes de ses remarques à Léo. Attends une minute, a dit Léo en manquant de s'étouffer avec sa bière. Elle a dit que t'avais juste un travail? Mec. Jessica, elle fait quoi déjà, à part dépenser l'argent de son mari en leggings de yoga? Notre vie sexuelle a pris un coup aussi. Kayla était moins intéressée, plus distante, comme si son esprit était ailleurs même quand on était ensemble. Elle commençait à faire plus d'heures au salon, prenait des clientes en plus les week-ends. Quand je suggérais qu'on passe plus de temps ensemble, elle me rappelait combien c'était important pour elle de se concentrer sur sa carrière et élargir son réseau. En mai, ça a empiré. Elle a commencé à me comparer directement à d'autres hommes. Le mari de Jessica venait d'obtenir une promotion dans son cabinet. Le petit ami de Sarah regardait des maisons dans le quartier chic. Amanda sortait avec un gars qui avait sa propre entreprise et conduisait une Tesla. Je ne dis pas que tu devrais être comme eux, disait Kayla après m'avoir raconté ses histoires. Je dis juste que c'est intéressant de voir comment certaines personnes savent vraiment obtenir ce qu'elles veulent. J'ai essayé d'aborder ça directement plusieurs fois, lui ai demandé si elle était malheureuse dans notre couple, si elle avait besoin de quelque chose de particulier de ma part,
si on devait repousser le mariage pour régler ce qui n'allait pas. À chaque fois, elle niait qu'il y avait un problème, me disait qu'elle m'aimait comme j'étais, puis enchaînait avec une nouvelle suggestion pour que je m'améliore. La certification en soudure sous-marine est devenue un sujet constant. Quand est-ce que je commençais la formation? Combien je gagnerais de plus? Est-ce que je considérerais déménager là où il y aurait plus d'opportunités? Elle avait fait ses propres recherches sur les salaires des soudeurs sous-marins et était convaincue que c'était ma chance d'atteindre mon potentiel. Le point de rupture est arrivé fin mai, lors d'une conversation sur le budget du mariage. On avait prévu une célébration simple mais belle, environ 20 000 $, payée en partie par nos familles et par nos économies. Pas luxueux, mais loin d'être cheap. Kayla a commencé à parler du mariage de Jessica qui avait coûté 80 000 $ et ressemblait à un reportage de magazine. De la fête de fiançailles à 60 000 $ que Sarah préparait. Du fait qu'Amanda, avec son divorce, pourrait se payer tout ce qu'elle voulait pour son prochain mariage. Je ne dis pas qu'on doit dépenser autant, a dit Kayla. Mais tu ne penses pas qu'on devrait considérer ce dont on est capable si on faisait vraiment des efforts? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, si tu devenais sérieux dans tes options de carrière, si je prenais plus de clientes haut de gamme, peut-être qu'on pourrait avoir le genre de mariage qui représente vraiment qui on veut être. Et on veut être qui, Kayla? Elle n'a pas su répondre. À la place, elle m'a montré des photos du mariage de Jessica sur son téléphone. Le lieu, les fleurs, la robe, le photographe, tout respirait le luxe. Tu trouves pas que c'est magnifique? C'est joli, mais c'est pas nous. Comment tu sais ce qui est nous? Peut-être qu'on voit trop petit. Kayla ne recevait plus seulement des conseils. Elle adoptait une nouvelle vision du monde. Ses amis lui avaient fait croire que se marier jeune, c'était rater des opportunités. Que épouser quelqu'un avec un métier manuel, c'était accepter une vie limitée. Juin, c'est le moment où j'ai arrêté d'essayer de sauver quelque chose qui était déjà mort. Ce dernier mois ressemblait à vivre avec une étrangère qui avait juste le visage de ma fiancée. Kayla rentrait de ses cours ou de ses dîners avec ses nouvelles amies et se mettait immédiatement à scroller sur les réseaux, me montrant des endroits où elle voulait aller, des restaurants où elle voulait manger, des expériences qu'elle voulait vivre, toutes chères, toutes nécessitant un style de vie qu'on n'avait pas. Regarde cet endroit à Napa où Sarah est allée. C'est incroyable, non? Ça a l'air sympa. On devrait planifier un voyage comme ça. Kayla, c'est un hôtel à 500 $ la nuit. Et alors? D'autres gens de notre âge arrivent bien à se payer des trucs sympas. Ces conversations étaient quotidiennes. Le travail est devenu mon refuge. J'avais commencé la certification de soudure sous-marine début mai, cours 3 soirs par semaine après mes journées de boulot. Le programme était intense, plongée technique, technique de découpe sous-marine, protocoles de sécurité qui peuvent te sauver la vie à 20 mètres de profondeur. J'adorais ça. Kayla avait d'abord soutenu l'idée, surtout parce qu'elle avait vu les salaires associés. Mais quand la formation a commencé à demander plus de temps et d'énergie, elle est devenue hostile. J'étais toujours fatigué. Je n'étais jamais disponible. Je ne priorisais plus notre couple. Elle passait pourtant 4 soirées par semaine avec ses copines et faisait des heures sup pour s'offrir son nouveau style de vie. Mais mes 3 soirées de cours? Inacceptable. Léo a résumé l'absurdité pendant une session d'études dans son atelier. Attends, laisse-moi capter un truc. Elle est énervée parce que tu étudies pour gagner plus, ce qu'elle veut, mais elle n'est pas énervée de dépenser son argent pour des cours où on apprend à mieux respirer en s'étirant? Ouais, logique impeccable. Fin juin, tout a explosé lors d'une conversation qui aurait dû être simple, juste au sujet de notre calendrier partagé. Elle voulait aller à une dégustation de vin avec ses amis le même week-end où nous avions prévu de rendre visite à mes parents. Quand j'ai souligné le conflit, elle a proposé de reporter la visite familiale. Ce n'est pas comme si on ne voyait pas tes parents tout le temps. Kayla, on ne les a pas vus depuis Pâques, et on a fait ses plans il y a 2 mois. Je sais, mais cette dégustation est importante. Importante pourquoi? Pour ma carrière. Ces femmes connaissent des gens dans l'industrie de la beauté. Le mari de Jessica a des contacts dans de grandes entreprises de cosmétiques. Je l'ai regardé fixement. Tu es coiffeuse, pas cadre dans une multinationale du maquillage. Peut-être que je pourrais le devenir. Peut-être que je pense plus grand que de couper des cheveux toute ma vie. Elle n'était pas seulement insatisfaite de notre relation. Elle était insatisfaite d'elle-même, de ses choix, de la vie qu'elle avait construite avant de rencontrer ses nouvelles amies. La dégustation de vin est devenue le symbole de tout ce qui n'allait pas entre nous. Kayla y est allée malgré le fait que je lui ai rappelé que ça bousillait nos plans familiaux. Elle est rentrée 3 heures en retard, légèrement pompette, et pleine d'histoires sur les gens incroyables qu'elle avait rencontrés. Tu aurais dû venir. Tu aurais tellement appris sur ce que les gens à succès font vraiment de leur week-end. J'étais en train de rendre visite à mes parents, comme prévu. Oui, mais parfois il faut choisir entre être confortable et être ambitieux. La réaction de Léo quand je lui ai raconté ça a été parfaite. Donc boire du vin hors de prix avec des inconnus, c'est être ambitieux, et rendre visite aux gens qui t'ont élevé, c'est être confortable? J'aimerais bien voir ces femmes changer un pneu ou faire un budget. De l'ambition de haut niveau, vraiment. Juillet a été le mois des décisions. Kayla avait commencé à faire des commentaires sur le fait de repousser le mariage, pas l'annuler, juste le décaler d'1 an ou 2 pour trouver notre direction.
Elle voulait du temps pour s'assurer qu'on construisait les bonnes bases pour notre futur. Je lui ai dit qu'on devait prendre une décision, avancer avec le mariage comme prévu ou tout annuler. Pourquoi ça doit être tout ou rien? Pourquoi on ne peut pas juste prendre du temps pour grandir individuellement? Parce qu'on construit quelque chose ensemble, ou on ne le fait pas. Il n'y a pas de juste milieu, Kayla. C'est très noir ou blanc, ce que tu dis. Oui. Parce que l'engagement est noir ou blanc. Kayla n'a pas supporté ce niveau de clarté. Elle avait pris l'habitude de vivre dans un monde où tout était négociable, où chaque décision pouvait être repoussée, révisée, adaptée. On ne s'est pas disputé. Pas de cris, pas d'objets lancés. On a juste cessé de fonctionner comme un couple. Kayla faisait des plans sans me consulter. Je me concentrais sur mon travail et ma certification. On passait des jours sans véritable conversation, des semaines sans parler de choses importantes, autre chose que « qui prend les courses ?» Début août, on était essentiellement des colocataires fiancés par accident. On se voyait 1 heure le soir, on échangeait des banalités, puis on allait se coucher à des moments différents. La fin est arrivée un mardi soir, mi-août. Elle revenait encore d'un dîner avec ses amis et est rentrée vers 22 heures. J'étais en train d'étudier pour mon examen final de certification, étalé sur la table de la cuisine avec livres et tests pratiques. Elle s'est assise en face de moi et m'a regardé travailler pendant 10 minutes avant de parler. « Est-ce que tu penses parfois à ce à quoi notre vie va ressembler dans 5 ans ?» J'ai levé les yeux. J'y pense tout le temps. Et tu vois quoi? Une maison avec un atelier dans le garage, peut-être des enfants, un bon travail qui me plaît et paie bien, du temps avec la famille et les amis, construire quelque chose qui dure. Elle a hoché lentement la tête. C'est joli. Mais, je ne pense plus que ça me suffise. Qu'est-ce qui te suffirait alors? Je ne sais pas encore. C'est ça, le problème. Kayla, tu ne peux pas planifier un mariage autour d'hypothétiques meilleures options. Je ne parle pas d'autres personnes. Je parle de potentiel que je ne savais pas que j'avais. Potentiel pourquoi? Je pense qu'on devrait parler de faire une pause, dit-elle enfin. On ne fait pas une pause quand on est fiancé, Kayla. On se marie ou on se marie pas, pourquoi tout doit être si absolu avec toi? Parce que c'est comme ça que l'engagement fonctionne. La conversation a duré 1 heure, tournant en rond comme depuis des semaines. Kayla voulait de la flexibilité, des options, du temps pour explorer son potentiel. Moi, je voulais une partenaire sûre de me choisir, sûre de construire un avenir avec moi, sûre de nous. On ne pouvait pas se donner ce que l'autre voulait. Alors on devait en finir. La rupture réelle a eu lieu 3 jours plus tard, un vendredi soir d'août. On avait eu le temps de réfléchir, et ni elle ni moi n'avions changé d'avis. Kayla avait parlé à ses amis du fitness pendant 3 jours. Quand elle est rentrée, elle avait l'air d'une personne qui vient de recevoir beaucoup de conseils encourageants sur une décision difficile mais nécessaire. J'ai réfléchi à ce dont on a parlé, dit-elle, comme si elle présentait un projet, et je pense qu'on veut des choses différentes en ce moment. Qu'est-ce que je veux que toi tu ne veux pas? Tu veux que tout reste pareil. Tu veux te marier et continuer la même vie qu'on a toujours eue, juste avec des bagues et un certificat. Moi, je veux évoluer. Je veux me challenger. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des mois. Très bien, ai-je répondu. Annulons. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je me batte, à ce que j'essaie de la convaincre de rester, à des négociations. Quand j'ai accepté immédiatement, elle avait l'air presque déçue. Comme ça? Juste comme ça? Kayla, tu viens de me dire que tu ne peux pas évoluer en étant mariée avec moi. Je suis censé argumenter quoi là-dessus? J'ai pas dit ça comme ça. Si, tu l'as dit. Tu as dit que tu ne peux pas atteindre ton potentiel si on se marie, ce qui veut dire que tu penses que je te freine. Je pense que la relation nous freine tous les deux. De quoi? Encore une fois, pas de réponse claire. Juste des références vagues au potentiel, à la croissance, aux possibilités. La bague est venue ensuite, sans drame. Kayla l'a retirée et l'a posée sur la table basse comme si elle rendait un livre emprunté. Je l'ai prise et mise dans ma poche. Et pour les acomptes du mariage? Je m'occupe des annulations. Tu gères ta robe. Et nos amis? Ils sont adultes. Ils s'en sortiront. On a passé 1 heure à régler les détails. Elle gardait son appartement. Je récupérais mes affaires ce week-end-là. On séparait nos possessions communes, pas grand-chose. On informerait nos familles séparément. Tout s'est fait étonnamment calmement. J'ai emballé mes affaires pendant qu'elle était avec ses amis. Ça n'a pas pris longtemps, j'avais toujours gardé mon propre appartement. Vêtements, quelques livres, un peu de vaisselle, mes outils qui étaient dans son garage. Tout est entré dans mon camion en 2 voyages. J'ai laissé ses clés sur le comptoir de la cuisine, avec une note la remerciant pour nos 6 années ensemble et lui souhaitant bonne chance. Pas besoin de scène dramatique, tout avait déjà été dit. Le plus dur, c'était d'appeler ses parents. Ils se préparaient à devenir mes beaux-parents depuis 8 mois. Je leur ai donné les grandes lignes. Ils étaient déçus. Sa petite sœur, Emma, l'a encore plus mal pris. Elle était ravie d'être demoiselle d'honneur et avait déjà choisi sa robe. Je lui ai expliqué que parfois, les adultes réalisent qu'ils ne sont pas aussi compatibles qu'ils le pensaient, et qu'il vaut mieux s'en rendre compte avant le mariage plutôt qu'après. Mes propres parents étaient soulagés, ce qui m'a surpris jusqu'à ce qu'ils m'expliquent qu'ils s'inquiétaient du changement d'attitude de Kayla depuis plusieurs mois. Apparemment,
je n'avais pas aussi bien caché ma frustration que je le croyais. La plupart de nos amis communs n'étaient pas choqués non plus. Certains ont dit avoir remarqué que Kayla semblait différente dernièrement, plus critique et moins intéressée par les activités de groupe. La seule vraie surprise a été la rapidité avec laquelle Kayla est passée à autre chose. En 2 semaines, elle postait déjà des photos de restaurants chers et de week-end avec ses amis du fitness. Sa présence sur les réseaux sociaux avait totalement changé. Moins de photos de couple et d'événements familiaux, plus de selfies et de photos de groupe avec son nouveau cercle. Je me suis complètement éloigné des réseaux sociaux pendant le premier mois. Je n'avais pas besoin de voir les nouvelles de la vie de Kayla ou les explications sur notre rupture. Léo a été le premier à venir voir comment j'allais. Il a débarqué chez moi avec un pack de bière et son approche très subtile du soutien émotionnel. Donc Kayla est enfin libre d'explorer son plein potentiel, dit-il en ouvrant une bouteille. Je parie 3 mois avant qu'elle ne t'envoie un message pour dire que les cours de yoga ne l'ont pas préparée au vrai monde. De septembre à novembre, j'ai reconstruit ma vie de célibataire et me suis concentré sur mes objectifs, ceux que j'avais fixés avant que Kayla ne décide que notre relation la freinait. J'ai terminé ma certification en soudure sous-marine début octobre, en réussissant tous les examens techniques et pratiques du premier coup. Le programme était exigeant, mais j'ai adoré les aspects techniques et le travail de résolution de problèmes nécessaires aux réparations sous l'eau. Une semaine après ma certification, j'avais 3 offres d'emploi. C'est un domaine spécialisé, et il n'y a pas beaucoup de gens qualifiés pour le faire en sécurité. J'ai choisi une entreprise qui s'occupe de réparation d'infrastructures, ponts, barrages, plateformes offshore, dans tout le sud-est. L'argent était exactement ce que j'avais espéré. Mon premier contrat, inspection et réparation d'un pont. 2800 $ pour un week-end de travail. Pas mal pour quelqu'un supposément, pas assez ambitieux. En novembre, j'ai déménagé dans un meilleur appartement. 2 chambres, un garage pour mon camion et mon matériel, un espace atelier pour mes projets perso. Rien de luxueux, mais confortable et fonctionnel. J'ai commencé à économiser pour un apport sur une maison, en me disant que je pourrais acheter quelque chose d'ici 2 ans. Le travail me tenait occupé et satisfait. Le poste en fabrication me donnait un revenu stable et des projets intéressants. Les contrats sous-marins étaient à la fois exigeants et très lucratifs. J'apprenais constamment, je résolvais des problèmes que je n'avais jamais rencontrés avant, je développais des compétences rares. J'ai aussi commencé à aller régulièrement à la salle de sport, pour la première fois depuis le lycée. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que le travail sous-marin exige une vraie condition physique. Je ne cherchais pas spécialement à sortir avec quelqu'un, mais je n'évitais pas non plus. Je suis sorti avec quelques femmes rencontrées via des amis ou le travail. Rien de sérieux, juste des dîners et des films. Ça faisait du bien d'être avec des personnes intéressées par moi, et non par l'idée de me transformer. Par des amis communs, j'entendais parfois des nouvelles de Kayla. Elle travaillait toujours au salon, mais suivait des cours supplémentaires dans une technique de beauté avancée. Elle fréquentait toujours ses amis du fitness. Apparemment, la dynamique du groupe se compliquait. Des histoires d'argent, de jalousie, de compétition pour l'attention dans les mêmes cercles sociaux. En novembre, je suis tombé sur Jessica dans un café du centre-ville. Une des amies de Kayla, la femme de l'avocat, celle avec la BMW et les voyages à Cabo. Elle m'a reconnu et est venue me saluer. « Comment tu vas ? Kayla m'a dit que vous aviez décidé de suivre des chemins différents. Je vais bien. Le boulot marche super. Je reste occupé. C'est bien d'entendre ça. Kayla disait que tu faisais maintenant une sorte de soudure spécialisée. Soudure sous-marine. Je viens de finir ma certification. » Jessica avait l'air vraiment intéressée. Ça a l'air fascinant, et probablement très bien payé. C'est du bon travail. Je parie que oui. Le cabinet de mon mari a des clients dans l'industrie maritime. Ils se plaignent toujours de ne pas trouver assez de soudeurs sous-marins qualifiés. On a parlé encore quelques minutes du travail et de connaissances communes. Jessica était polie et vraiment sympathique, ce qui m'a fait me demander à quel point elle avait réellement influencé Kayla. Peut-être que Kayla entendait ce qu'elle voulait entendre, et non des conseils concrets. À la fin de notre conversation, Jessica m'a dit quelque chose d'intéressant. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours pensé que toi et Kayla alliez bien ensemble. Parfois, les gens deviennent agités et pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Décembre m'a apporté mon premier gros contrat sous-marin, un projet de réparation de barrage qui durerait 3 semaines et paierait plus que 6 mois de mon ancien boulot de fabrication. J'ai adoré chaque minute. L'équipe était réduite, 5 gars, tous spécialistes de différents aspects de la construction sous-marine. On travaillait efficacement, on se faisait confiance, et on réglait des problèmes que la plupart des gens ne pourraient même pas imaginer. Entre mon job régulier et les contrats sous-marins, je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé. J'ai commencé à penser à acheter une maison plus tôt que prévu. Avec mes revenus et ce que j'avais économisé, je pouvais viser quelque chose de sérieux. Léo m'a aidé à visiter des maisons les week-ends de décembre. Son commentaire sur ma nouvelle situation financière était « typiquement Léo. Donc tu gagnes 6 chiffres en faisant un truc que la plupart des gens ne savent même pas prononcer, et Kayla pense que t'étais pas assez ambitieux. » Je commence à croire que ces cours de fitness ont affecté autre chose que sa souplesse. Janvier a amené les ennuis. D'abord, juste des douleurs aiguës occasionnelles derrière mon œil gauche,
souvent quand je travaillais dans des positions inconfortables ou sur des réparations sous-marines complexes. Je pensais que c'était lié au travail, tension dans le cou à cause de l'équipement de plongée lourd, fatigue oculaire due à la mauvaise visibilité, sinus sous pression. Les maux de tête ont augmenté en fréquence en février, plus fort, plus soudain, des épisodes de douleur qui me laissaient étourdi et désorienté pendant plusieurs minutes. J'ai commencé à garder de l'ibuprofène dans mon camion et à faire des pauses plus fréquentes pendant les longues sessions de travail. Les problèmes de vision ont commencé début mars. Au début, quelques secondes. Puis de plus en plus longs, de plus en plus fréquents. Quand j'ai commencé à avoir du mal à me concentrer pendant les travaux de soudure de précision, j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. On ne peut pas se permettre la moindre erreur d'attention quand on utilise des torches et de découpe dans des espaces confinés. J'ai pris rendez-vous chez mon médecin fin mars. Après m'avoir posé des questions sur mes symptômes et fait quelques tests de base, il m'a immédiatement envoyé chez un neurologue. Première indication que ce n'était pas juste du stress lié au travail ou de la fatigue visuelle. Le neurologue a ordonné une série de tests, IRM, analyse sanguine, examen cognitif. Professionnel, mais clairement préoccupé par ce que mon premier scan montrait, il m'a demandé des infos sur mes antécédents familiaux et d'éventuels traumatismes crâniens. En attendant les résultats, j'ai essayé de maintenir une routine normale, je continuais les travaux de fabrication classiques, mais j'ai refusé les contrats sous-marins tant que je ne savais pas ce qui se passait. Léo est celui qui m'a conduit pour aller chercher les résultats. La crise est arrivée un samedi matin début avril. J'étais chez Home Depot pour acheter du matériel pour un projet perso quand tout est parti en vrille. Une seconde, j'étais en train de comparer des raccords en cuivre. La seconde suivante, j'étais au sol avec des ambulanciers qui me posaient des questions simples auxquelles je ne pouvais pas répondre. Je ne me souviens pas de la crise elle-même, juste de la confusion après. Les ambulanciers ont dit que des témoins avaient vu environ 90 secondes de convulsions avant que je reprenne progressivement conscience. Aux urgences, plus de tests, plus de médecins au visage de plus en plus grave. Finalement, un neurochirurgien s'est assis avec moi pour me montrer ce que les scans révélaient. Tumeur au cerveau. Un gliome, de la taille d'une noix, dans une zone responsable de la vision et de la coordination motrice. Ça expliquait les maux de tête, les troubles visuels, et la crise. La chirurgie était possible, mais complexe et risquée. Parfois, la vie t'envoie des obstacles inattendus, et tu les affrontes ou tu t'effondres. J'ai choisi de les affronter. Le chirurgien était optimiste concernant une ablation complète, mais honnête sur les complications possibles. La chirurgie cérébrale, ce n'est pas comme réparer une soudure ratée. Tu ne peux pas juste meuler la partie abîmée et recommencer. On a programmé l'opération pour le mardi suivant et commencé à préparer une longue période de récupération. Mon patron à l'atelier de fabrication a été incroyablement soutenant. Il a gardé mon poste, géré les assurances, et m'a assuré que mon travail m'attendrait. L'entreprise de soudure sous-marine a été tout aussi compréhensive. Il savait que les travailleurs qualifiés étaient rares. La nouvelle s'est répandue vite dans notre petite ville. La plupart de mes amis ont commencé à organiser des visites et du soutien. Mes parents ont conduit depuis 2 états plus loin. Ce que je n'attendais pas, c'était d'avoir des nouvelles de Kayla. Léo était avec moi quand l'infirmière m'a dit qu'une certaine Kayla avait appelé pour demander les heures de visite. Oh, hors de question, a dit Léo aussitôt. Elle disparaît pendant 8 mois et elle réapparaît maintenant que t'es à l'hôpital. Ensuite quoi? Elle va t'apporter des fleurs et une lettre d'excuse. Kayla est venue à l'hôpital le samedi, 3 jours avant ma chirurgie. J'étais en train de relire les consignes préopératoires quand elle est entrée dans la chambre, l'air d'avoir pleuré, mais avec dans les yeux quelque chose de désespéré qui n'avait rien à voir avec mon état de santé. J'ai appris ce qui t'est arrivé. Comment tu te sens? Ça va. Chirurgie mardi, puis récupération. Elle s'est assise sans y être invitée et a commencé par ce qui ressemblait à une conversation normale, les médecins, l'intervention, la visite de mes parents. Au bout d'une dizaine de minutes de banalité prudente, elle est passée à ce qui semblait être la vraie raison de sa venue. Écoute. Je sais que le moment est mal choisi, mais j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un en qui j'ai confiance à propos de problèmes que j'ai en ce moment. Voilà. Pas, je suis désolé pour ton diagnostic. Juste, j'ai besoin de toi. Tu devrais partir, lui ai-je dit directement. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai fait de grosses erreurs et je ne sais pas quoi faire. Kayla, je passe une chirurgie cérébrale dans 3 jours. Je n'ai pas envie d'entendre tes problèmes. Son masque de fausse compassion est tombé immédiatement, remplacé par l'attitude arrogante que je connaissais trop bien. Super. Mais je suis dans une vraie galère, ok? Le mec que je fréquentais était en fait marié, et sa femme essaie de détruire ma vie. Et mes amis m'ont convaincu d'investir dans des projets immobiliers qui étaient complètement bidons. Et maintenant, je dois presque 300 000 $. Je l'ai regardé sans un mot. Et tu pensais que ça allait m'intéresser parce qu'on est resté ensemble 6 ans. Parce que tu me connais mieux que personne. Parce que j'ai perdu mon job et je peux plus payer mon loyer et que tout le monde m'a laissé tomber. On dirait que tu as exactement trouvé ce que tu cherchais. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu voulais explorer ton potentiel, sortir avec des gens plus ambitieux, voir de quoi tu étais capable. Alors? Ça se passe comment? La voix de Kayla montait,
de plus en plus désespérée, de plus en plus agressive. Je sais que j'ai fait des erreurs, ok? Je sais que j'ai dit des trucs que j'aurais pas dû dire, mais je pensais que t'étais assez mature pour aider quelqu'un qui en a besoin. Aider avec quoi? Nettoyer le désordre que t'as créé parce que j'étais pas assez bien pour toi? J'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière. Kayla l'a vu et a complètement explosé. Tu peux pas être sérieux. Je te dis que j'ai besoin d'aide et tu appelles la sécurité? Madame, baissez le ton, a dit l'infirmière en entrant. C'est ridicule. On était fiancés. On allait se marier. Tu peux pas jeter 6 ans pour une seule erreur. Madame, je vais devoir vous demander de quitter la chambre. 2 agents de sécurité sont apparus alors que Kayla devenait hystérique. Je t'aime encore. Je tiens encore à toi. Tout ce que j'ai dit était stupide, j'avais tort, je suis désolé. Madame, venez avec nous, dit un des agents. Tu fais une énorme erreur. Je suis la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Tu vas le regretter. Escortée hors de l'étage, elle continuait de hurler dans le couloir que j'étais déraisonnable et qu'elle voulait arranger les choses. L'infirmière secoua la tête. Ça va? Jamais été mieux, ai-je répondu honnêtement. Léo est arrivé 1 heure plus tard, du café à la main, l'air de quelqu'un qui avait déjà entendu toute l'histoire dans le couloir. Je lui ai raconté la visite surprise de Kayla et sa demande d'aide. Donc, dit Léo quand j'ai fini, elle sort avec un homme marié, se fait arnaquer par ses amis, perd son boulot, et ensuite elle vient supplier de l'aide au mec qu'elle a largué parce qu'il n'était pas assez ambitieux. Il a secoué la tête. Ça, c'est comme mettre le feu à sa maison et ensuite demander aux pompiers un prêt. La chirurgie s'est parfaitement déroulée. 8h30. Mais le chirurgien a réussi à retirer toute la tumeur, marche propre, aucune complication. La récupération a été idéale. 10 jours à l'hôpital, puis 6 semaines chez mes parents, le temps de retrouver toute ma force et ma coordination. Léo venait presque tous les jours, apportant des nouvelles du boulot et des histoires absurdes sur ce qu'il racontait aux voisins. J'ai dit à Madame Peterson qu'ils avaient dû remplacer une partie de ton cerveau par une torche à souder, dit-il un jour. Elle l'a cru 30 secondes, jusqu'à ce que je dise que la flamme poserait problème pour ton sommeil. Pendant ma convalescence, j'ai eu des nouvelles de la situation de Kayla grâce à Emma, qui venait parfois me voir. Ce que Kayla m'avait avoué à l'hôpital, c'était en fait la version édulcorée. L'homme marié qu'elle voyait ne se contentait pas de tromper sa femme. Il utilisait Kayla et plusieurs autres femmes pour blanchir de l'argent à travers de faux investissements immobiliers. Sa femme n'était pas seulement furieuse. Elle collaborait avec des enquêteurs fédéraux dans une affaire contre les affaires de son mari. Kayla n'était pas seulement victime. Elle risquait des poursuites comme complice involontaire. Les 300 000 $ de dette étaient réels, mais elle devait aussi des arriérés d'impôts pour revenus non déclarés liés aux faux investissements. L'IRS avait gelé tous ses comptes pendant l'enquête. Le salon l'avait virée, non seulement à cause du drame personnel, mais parce qu'ils avaient découvert qu'elle surfacturait des clients et empochait la différence. Ses fameuses amies avaient non seulement disparu, mais elle l'avait fui activement pour ne pas être associée à l'enquête. Et le meilleur dans tout ça? Les parents de Kayla ont refusé de la sortir de là. Après avoir appris comment elle m'avait traité et après avoir entendu parler de son pétage de plomb à l'hôpital, ils ont décidé que leur fille devait affronter les conséquences. Elle a dû déclarer faillite, a perdu son appartement et a dû aller vivre chez une tante éloignée dans un autre état. L'enquête l'a suivie là-bas, et elle a finalement été inculpée de complot pour fraude, même si elle a plaidé coupable d'un délit mineur avec remboursement à la clé. En août, j'étais de retour au travail à plein temps, y compris les contrats sous-marins. Les médecins m'avaient complètement autorisé. Aucune séquelle cognitive, aucune perte de coordination, aucune restriction. En rangeant mon matériel, j'ai retrouvé la bague de fiançailles dans mon coffre. Je l'ai vendue et mis l'argent vers l'achat d'une maison. Aucun intérêt à garder des souvenirs de gens qui n'existent plus.